Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet d'intégration qui porte sur la bactérie responsable de l'acné, soit la Propionibacterium acnes. Notre but était de trouver un traitement alternatif contre l'acné, puisque les traitements qui sont déjà à notre disposition, soit les crèmes et les antibiotiques, ont des effets secondaires néfastes pour notre peau et la bactérie développe beaucoup de résistance à ces produits. Tout d'abord, l'acné est une maladie inflammatoire causée par la prolifération de la bactérie à un seul endroit de la peau, ce qui va venir en fait bloquer les canaux responsables de la sécrétion du sébum pour ensuite provoquer de l'inflammation et ensuite le développement de l'acné. La bactérie en question est une bactérie dite anaérobique, ce qui veut dire qu'elle se développe à des endroits où il n'y a pas d'oxygène, tels que les endroits où il y a plus de sébum sur la peau, comme le front, le torse et le dos. Le premier produit que nous avons choisi est l'acide glycolique puisqu'il est utilisé dans plusieurs traitements contre l'acné pour son efficacité à tuer la bactérie et à enlever les cicatrices causées par l'acné. Cependant, dans une étude portant sur l'utilisation de l'acide glycolique comme ingrédient actif dans les exfoliants chimiques, plusieurs patients ont développé de la desquamation sévère, de l'érythème et une sensation d'étirement de la peau, ce qui veut en fait confirmer que les traitements contre l'acné ont des effets secondaires pour notre peau. Maintenant, afin de trouver un traitement efficace contre l'acné n'ayant pas d'effets secondaires sur la peau, nous avons décidé de tester l'huile essentielle de thym et l'huile essentielle de cannelle. Ce qui est dans un article comparant 10 huiles essentielles différentes, c'est vraiment celles-ci qui ont été les plus efficaces à inhiber la bactérie. Aussi, nous avons décidé d'aller un petit peu plus loin et de tester leurs ingrédients actifs, soit le thymol et le génol, pour voir si c'était vraiment le mélange complet de l'huile essentielle ou seulement l'ingrédient actif qui avait les meilleures propriétés antibactériennes pour inhiber la bactérie. Donc, pour ce qui en est de la méthodologie, nous avons d'abord préparé des bouillons de culture de BHI dans lesquels nous avons introduit de la bactérie P. acnes. Les tubes ont été incubés à 37 degrés Celsius pour 72 heures sous des conditions anaérobiques. Nous avons utilisé ces tubes pour ensemencer des géloses de BHI dans lesquelles nous avons perforé des puits à l'aide d'un système de succion. À l'intérieur de ces puits, nous avons ajouté les produits qui étaient à tester à l'aide de micropipettes. Ensuite, nous avons envoyé les géloses pour l'incubation sous des conditions anaérobiques. Donc, nous avons utilisé des gaz packs et des chandelles dans des contenants hermétiques pour retirer tout oxygène pour favoriser la croissance de P. acnes. L'inhibition de P. acnes se fait de manière très simple. Tout d'abord, le produit introduit dans les puits va se diffuser à travers la gélose. Si celui-ci est assez efficace, il va empêcher la croissance de P. acnes à la surface de la gélose, ce qui fait en sorte que nous pouvons observer des cercles d'inhibition à la surface. Chacun des cercles d'inhibition a été mesuré à 3 reprises à l'aide d'un pied à coulisse. L'expérience a été répétée 4 fois au total afin d'établir des équations logistiques à 3 ou à 4 paramètres dépendamment du produit. Pour ce qui est de l'huile de thym et du thymol, nous croyons que l'huile de thym allait avoir des effets plus efficaces que le thymol, puisque celui-ci contient du thymol mais également des monoterpènes et des alcools qui sont eux aussi reconnus pour avoir des propriétés antibactériennes. Les résultats nous permettent de faire une analyse très intéressante pour ces deux produits. En effet, dans ce graphique comparant le diamètre d'inhibition avec les concentrations, nous pouvons voir que l'huile de thym est efficace contre P. acnes. Pour des concentrations allant de 1 à 2 mg par millilitre, un plateau moyen se forme à 16,1 mm. Pour des concentrations inférieures, c'est-à-dire de 0,75 mg par millilitre, l'inhibition est presque nulle puisqu'en effet, le diamètre du puits était de 8 mm. Donc, notre R carré pour cette courbe logistique nous a permis de dire que nos résultats s'approchent de la réalité puisque celui-ci était de 0,906. Par la suite, pour le thymol, nous pouvons voir également un plateau se former à 16,9 mm pour des concentrations allant de 0,75 à 2 mg par millilitre.
Cependant, nous ne pouvons pas dire qu'un des produits est plus efficace que l'autre puisqu'il existe un chevauchement entre ces deux régions de plateau. Pour des concentrations supérieures à 2 mg par millilitre, l'allure du graphique serait potentiellement comme celle-ci. Cependant, nous avons seulement recueilli une donnée pour ces concentrations, donc nous ne pouvons pas être certaines de cette partie de la courbe. Nous pouvons également dire que nos résultats s'approchent également de la réalité puisque le R carré est de 956. Pour des concentrations supérieures à 1 mg par millilitre, nous ne pouvons donc pas dire qu'un des produits est plus efficace que l'autre. Cependant, à une concentration de 0,75 mg par millilitre, le thymol est statistiquement plus efficace que l'huile de thym. Donc, notre hypothèse est infirmée, celle qui mentionnait que l'huile de thym allait être plus efficace. Cela pourrait être expliqué par le fait que le thymol contenu dans l'huile de thym se retrouvait dans celle-ci à une faible concentration. En effet, sa concentration n'était pas fournie par le fournisseur. Par la suite, nous avons observé une propriété très intéressante du thymol. En effet, en comparant la densité des tapis bactériens entre la gélose témoin, la gélose de l'huile de thym et celle du thymol, nous avons pu observer un déclin entre la densité du tapis bactérien. Nous avons vite compris que le thymol n'agissait pas uniquement à travers la gélose, mais également sur la gélose en entier à sa surface grâce à sa propriété volatile, puisque le pétri était fermé, ce qui créait une zone d'inhibition en entier. Cela nous permet encore une fois de conclure que l'huile de thym contient du thymol, mais à une plus faible concentration que le thymol par lui-même. Maintenant, tout comme l'huile essentielle de thym et le thymol, notre hypothèse était que l'huile essentielle de cannelle allait être plus efficace à inhiber la bactérie que le génol, puisque nous pensions que le mélange de plusieurs substances antibactériennes allait être plus efficace à inhiber la bactérie. À l'aide de nos résultats, nous avons obtenu une courbe logistique à 3 paramètres pour l'huile de cannelle. Nous pouvons voir que cette courbe atteint un plateau à 11,16 mm. Mais ce plateau varie entre 10,48 mm et 11,84 mm. Pour ce qui est de l'eugenol, nous avons obtenu une courbe logistique à 4 paramètres qui atteint un plateau à 11,89 mm. Cependant, ce plateau varie entre 11,37 mm et 12,42 mm. Pour ces deux courbes, nous avons obtenu des R carrés de 0,807 pour la cannelle et de 0,933 pour le génol, ce qui veut dire que malgré la variabilité de nos points, nos courbes sont bonnes. Cependant, à cause de l'intervalle de nos plateaux, nous pouvons voir qu'il y a chevauchement entre nos deux courbes, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de différence significative entre l'efficacité inhibitrice de la cannelle et l'efficacité inhibitrice de l'eugenol, ce qui veut dire que malheureusement, notre hypothèse est fausse. Grâce à nos résultats, nous pouvons confirmer qu'il n'y a pas de différence significative entre l'efficacité inhibitrice de l'huile essentielle de cannelle et celle de l'eugenol. Cependant, nous pouvons tout de même confirmer qu'il y a un effet inhibiteur de ces deux substances contre la bactérie. Cela peut s'expliquer par le fait que, tout comme le thymol, l'eugenol est une substance volatile. Cela veut dire qu'elle va attaquer la bactérie autant à l'intérieur de la gélose qu'à l'extérieur de celle-ci. Aussi, le thymol et l'eugenol ont le même mode d'action contre la bactérie. En fait, ils vont venir perforer la paroi cellulaire de la bactérie pour augmenter sa perméabilité et provoquer la fuite d'ions et d'ATP. Cela va en fait altérer la croissance de la bactérie et la tuer. Aussi, l'huile essentielle de cannelle contient une petite concentration d'eugénol dans son mélange, ce qui peut expliquer sa petite efficacité inhibitrice. Ici, nous pouvons voir la différence entre le tapis bactérien de la gélose témoin et des géloses contenant les deux produits. Nous pouvons voir que le tapis bactérien de la cannelle et de l'eugénol
est beaucoup moins dense que celui de la gélose témoin. Cela peut en fait expliquer la propriété volatile de l'eugénol. Finalement, si l'eugénol est utilisé tout seul, il ne serait peut-être pas un très bon produit contre l'acné à cause de sa propriété volatile, mais nous croyons qu'il pourrait être très efficace si sa propriété volatile peut être diminuée. Donc maintenant, pour ce qui est de l'hypothèse pour l'acide glycolique. Selon les articles qu'on a lus, on s'attendait à ce que l'acide glycolique ait un fonctionnement optimal à un pH de 3,5. Malheureusement, en laboratoire, nos géloses ont un pH d'environ 7,4. Donc, on savait d'avance que l'acide glycolique n'avait pas des conditions favorables à son fonctionnement. Dans les articles, il était clair qu'il y avait une courbe d'allure exponentielle. Donc, plus on augmentait la concentration d'acide glycolique, plus il y avait une inhibition qui était claire de la bactérie. Donc, c'est ça à quoi on s'attend pour notre expérience. Donc maintenant, pour ce qui est des résultats de l'analyse pour l'acide glycolique. On voit qu'il y a une inhibition qui commence à 14,62 mmHg et qui se finit à 26,01 mmHg pour des petites concentrations allant de 0,38 mg par ml à 0,49 mg par ml. Contrairement aux autres produits, il n'y a pas de plateau et le taux de croissance est très élevé. On comprend donc qu'il s'agit d'une courbe exponentielle. De plus, le R carré est plus faible que les autres graphiques, ce qui signifie juste que nos résultats sont un peu plus variables, surtout pour ce qui est de la quatrième concentration. On peut donc conclure que l'acide glycolique fonctionne à des concentrations qui sont très très basses, donc environ 2, 3 ou 4 fois plus basses que les autres produits qui sont testés. Aussi, notre hypothèse est donc confirmée puisqu'il y a effectivement une relation d'allure exponentielle. Donc maintenant, on cherche à comprendre pourquoi l'acide glycolique fonctionne aussi bien sur l'inhibition de la bactérie qui cause l'acné. Notre réponse à ça, c'est son mode d'action sur la cellule. Donc ce que l'acide glycolique vient faire, c'est qu'il vient perforer la membrane cellulaire. Donc les organettes vont sortir de la cellule. À un certain moment, la bactérie ne pourra plus gérer ses activités cellulaires normalement et donc elle va finir par mourir. Donc c'est pour ça que l'acide glycolique inhibe la bactérie. Maintenant, pour illustrer ça, voici quelques photos de gélose que nous avons prises en laboratoire. Premièrement, voici la gélose témoin. Donc on remarque que le tapis bactérien est quand même dense, il est uniforme. Maintenant, voici la gélose qui contient les concentrations les plus basses d'acide glycolique. On remarque qu'il y a un petit cercle d'inhibition qui se crée. Puis quand on augmente cette concentration, voici ce qui arrive. Donc on remarque que les cercles d'inhibition sont vraiment plus élevés que la concentration qui est plus basse. Ils sont même confondus. Par contre, on remarque que le tapis bactérien est aussi dense que pour le témoin. Donc, il n'y a pas de volatilité pour l'acide glycolique contrairement aux autres produits. Il y a un seul diamètre d'inhibition. Ça montre à quel point l'acide glycolique est un standard en laboratoire parce qu'il fonctionne très très bien. Voici une courte synthèse sur les principaux résultats obtenus tout au long de l'expérience, ainsi qu'un retour sur nos hypothèses de départ. Donc pour ce qui est de l'hypothèse sur l'huile de thym et le thymol, nous pensons que c'était l'huile essentielle qui contenait plusieurs ingrédients qui allait être plus efficace que le thymol. Cette hypothèse a été infirmée. En effet, si on regarde le graphique, on voit qu'à des petites concentrations, le thymol était plus efficace que l'huile de thym. Donc l'ingrédient actif l'a emporté sur son huile essentielle. Maintenant, pour ce qui est de l'hypothèse pour la cannelle et l'eugénol, nous pensions encore une fois que c'était la cannelle qui allait être plus efficace que l'eugénol. Comme on le voit sur le graphique, les deux courbes se chevauchent, donc on n'a pas pu tirer de conclusion statistique par rapport à ça. Donc les deux produits sont aussi efficaces l'un que l'autre, ce qui va infirmer notre hypothèse. Maintenant, pour ce qui est de l'hypothèse de l'acide glycolique. Notre hypothèse est confirmée. Nous pensons qu'il y a avoir une relation exponentielle entre la concentration et le diamètre d'émission. C'est effectivement le cas. Donc maintenant, ce qui est important de se rappeler de ça, c'est que l'acide glycolique fonctionne à des concentrations qui sont vraiment plus basses que les deux autres produits. Si on regarde les échelles, on voit qu'elles ne sont pas les mêmes. Donc c'est plus efficace à des petites concentrations pour l'acide glycolique. Maintenant, si on compare l'efficacité des deux huiles essentielles entre elles, on voit que c'est le thym qui l'emporte sur la cannelle et donc le thymol qui l'emporte sur l'eugénol. À l'avenir, pour améliorer notre expérience, nous aimerions avoir des instruments de mesure qui sont plus précis, notamment une balance qui a plusieurs chiffres après la virgule pour nous aider à faire nos petites concentrations. De plus, nous aimerions tester plusieurs autres concentrations entre celles déjà testées pour qu'on puisse voir la réelle allure des courbes. Finalement, on voudrait tester nos produits, donc surtout le thym et le thymol, sur des vrais boutons d'acné, donc in vivo à la place d'in vitro. Nous pensons que si on combine le thym et le thymol qui sont volatiles avec des ingrédients qui pourraient limiter cette capacité-là,
on pourrait avoir des résultats très très prometteurs pour le futur de l'acné. Donc finalement, nous tenons à remercier grandement 3 personnes, dont François Fournier, qui est notre professeur en biologie, qui nous a épaulés durant les 15 semaines, que ce soit pour l'expérimentation, la planification ou même l'analyse des données. On tient aussi à remercier Mélissa Paquette, qui était notre technicienne durant les nombreuses séances de laboratoire que nous avons eues. Finalement, on tient à remercier Sébastien Sacchitelli pour nous avoir donné une place dans son laboratoire de microbiologie. Donc ceci met fin à notre projet intégrateur.